Alors, nous allons aborder la deuxième table ronde sur le tissu économique et sur la qualité des soins. C'est une réflexion qui va émaner de toutes les professions réglementées, des kinés aux pharmaciens, des chirurgiens dentistes aux médecins, des sages-femmes aux pédicures, avec les obligations, les devoirs que les présidents des ordres s'emploient à faire respecter à chaque fois et sur le terrain, être plus efficace pour les soins de demain, ça c'est évidemment l'exigence, la démographie médicale dont on parlera tout à l'heure vous enjoint aussi de le faire, avec donc au niveau régional, en Île-de-France plus précisément, ce problème du tissu économique, ce problème de la qualité des soins. Et on est impatient d'entendre la vision sur un terrain extrêmement large et dense. J'ai appris beaucoup de choses en vous écoutant, notamment la mission d'attractivité des ordres, cette notion de vecteur de responsabilité que vous mettez en avant, l'intérêt du niveau régional pour la prise de décision et dans l'optique de la territorialisation, c'est ce qui nous préoccupe avec cette table ronde que vous avez introduite avec on va dire, densité. Alors, je suis désolée pour ceux qui vous entourent, mais on va tâcher de rester dans le cadre imparti. Je ne voulais pas vous couper parce que vous étiez voilà, passionnant comme tous ceux qui vont suivre, mais vous allez en payer les frais, chers amis, je vous préviens tout de suite. Voilà, je vais laisser plus sérieusement la parole à Paul Samac, qui est vice-président du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes. Et après, si vous voulez bien, comme pour ce matin, sur la table ronde de déontologie, que l'échange circule entre vous. Monsieur Babuzio, peut-être un témoin voilà, central de ces échanges-là. C'est bon de vous entendre, converser pour qu'on comprenne la transversalité, ce que vous faites aussi avec le CIOR. C'est fondamental. Mais je vous en prie, Monsieur Samac, déjà, expliquez-nous votre organisation des soins, cette nouvelle économie de l'odontologie, pour ce qui vous concerne. Bon, merci. Merci à vous tous. Merci au CIOR, que je connais bien pour avoir quand même été en avoir fait partie pendant quelques années, alors que j'étais responsable du Conseil régional de l'Ordre des chirurgiens dentistes d'Île-de-France. Aujourd'hui, je vous parle au titre du Conseil national, mais il est évident que ces propos que je vais tenir vont impacter largement la région Île-de-France. Et on m'a demandé de parler de tissu économique et qualité des soins. J'étais un petit peu impressionné par la question au départ, et puis finalement, j'ai pensé qu'il y avait des exemples bien concrets à vous présenter pour illustrer ces propos. Alors, actuellement, enfin jusqu'à présent, jusqu'il y a quelques années, notre système de fonctionnement de l'exercice en chirurgie dentaire était simple. Il y avait les libéraux d'un côté, les salariés de l'autre. Les libéraux correspondent maintenant à 90%. Ils étaient à peine plus nombreux, peut-être 92% il y a quelques années. Le reste étant réparti en salariés, salariés de cabinets libéraux, salariés de centres de santé et puis salariés hospitalo-universitaires. Voilà en gros comment était composé notre tissu. Et puis, il y a eu des bouleversements qui se sont précisés depuis quelques années. Il y a eu, et M. Babuzio l'a précisé tout à l'heure, l'arrivée de nombreux nouveaux inscrits en France, de nombreux chirurgiens dentistes formés dans des pays de l'Union européenne. Il y en a eu aussi, mais pas plus que d'habitude, qui venaient de pays étrangers à l'Union européenne et qui passaient par les ministères. Vous savez bien qu'il y a une équivalence des diplômes dans l'Union européenne et que cette équivalence de diplômes permet le passage, la circulation de tous les praticiens, donc de tous les chirurgiens dentistes formés selon des modalités qui sont à peu près les mêmes partout, plus ou moins les mêmes partout, avec un minimum qui est de 5 ans, 5000 heures, et des possibilités de pouvoir modifier un petit peu cela. Alors le libéral, effectivement, c'est possible, puisque nous représentons 90%, mais depuis quelques années, je voudrais insister sur deux changements d'importance qui sont survenus. Il y a eu, bien sûr, la loi dite Leroux, du nom du président du groupe socialiste de l'Assemblée nationale, qui a permis à des mutuelles, au monde mutualiste, de pratiquer ce qui se faisait dans les associations, dans les assurances privées, c'est-à-dire de faire une discrimination de remboursement auprès des patients.
Nous avons aussi, nous, au Conseil de l'Ordre, noté une discrimination supplémentaire, c'est-à-dire qu'il y a deux professions qui exercent à peu près les mêmes actes, les médecins stomatologistes et les chirurgiens dentistes. Les chirurgiens dentistes sont fortement impliqués par cette loi, alors que les médecins stomatologistes ne le sont pas. Donc nous avons essayé de lutter contre cette loi. Il est vrai qu'elle est apparue assez soudainement et qu'on n'a pas eu d'alerte. Nous n'étions pas à l'époque organisés pour ça. Donc cette loi est arrivée, elle s'est imposée rapidement. Et nous avons commencé au Conseil national par faire un recours au Conseil constitutionnel, puisque c'est une loi, ça se respecte, c'est légal, on peut la modifier éventuellement par un recours au Conseil constitutionnel, qui ne nous a pas suivis. Donc nous avons encore essayé un peu plus loin, nous sommes à la Cour de justice européenne en insistant sur ces discriminations qui existent et nous n'avons pas été suivis non plus. Donc c'est une loi, nous sommes légalistes et nous suivons la loi, mais malheureusement ça nous implique quand même fortement. Et surtout, il faut bien penser, il faut bien remettre le patient au centre de nos préoccupations et il y a une différence importante de remboursement selon que les patients vont se faire soigner chez un praticien qui a signé un contrat avec ces réseaux ou s'il n'a pas signé. Et il faut savoir que ces réseaux, et peut-être pourrons-nous en parler au moment où nous aborderons la qualité des soins, ces réseaux mettent des plafonds de tarifs, d'honoraires. Est-ce que ça a une implication au niveau de la qualité des soins? On pourra peut-être en parler tout à l'heure. Le deuxième changement important, je passe sur le tourisme dentaire, qui existe aussi depuis quelques années, et d'autres choses comme ceci. Deuxième élément important, c'est la loi HPST de 2009, dite loi Bachelot, qui n'a pas créé la possibilité d'avoir des centres de santé associatifs dits loi de 1900. Alors, en fait, elle ne les a pas créés, ça existait déjà, mais elle a facilité la création de ces centres, alors qu'auparavant, il y avait, comment dirais-je, un label, une possibilité de la part des DAS, des DRAS, de donner leur avis sur la création de ces centres de santé. Ça a été totalement retiré. Les centres de santé associatifs ne font qu'une déclaration, et les ARS, une déclaration d'un projet de santé et d'un règlement intérieur essentiellement. Et donc les ARS sont en fait à ce niveau-là, sont en fait une chambre d'enregistrement. Et donc il y a eu des dérives importantes de ces centres dits lois de santé qui sont au départ censés être à but non lucratif. Or, en France, il y a eu beaucoup de centres qui ont vu le vide qui était là, c'est-à-dire cette liberté de création sans aucun contrôle, et qui sont devenus de véritables sociétés commerciales. Et très souvent, et ça s'est constitué en réseau, il y en a en Île-de-France, bien entendu, et il y en a dans d'autres, il y en a eu en région Rhône-Alpes, en région Bourgogne-Franche-Comté, et ces centres de santé fonctionnent sur un mode commercial. Il est d'ailleurs la plupart du temps, si ce n'est toujours, géré par des non-professionnels, par des commerçants, des commerciaux, dont le but est effectivement de faire du profit. Et donc nous avons le dernier exemple qui est survenu, s'appelle Dentexia. Dentexia est donc ce réseau qui a soulevé beaucoup de questions ces derniers temps. Il y a eu énormément d'articles, ça a été repris dans tous les journaux télévisés et autres. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un nombre de plaignants, de patients plaignants, incroyable. Actuellement, c'est constitué un collectif de patients qui comporte, je crois, la semaine dernière, ils étaient à 1700 ou 1800 patients. Il y en a peut-être encore davantage maintenant. Et ça a quand même fini par se faire savoir, par émouvoir nos pouvoirs publics, alors que
par parenthèse, nous les avions tout de même alertés il y a plus d'un an. J'étais au ministère il y a plus d'un an. On a pensé que c'était un phénomène tout à fait concentré, tout à fait localisé. C'est loin d'être le cas. Monsieur Sama, je peux juste vous interrompre sur le sujet. Les centres de santé, leur vocation, c'était de favoriser, j'imagine, au départ, l'accès aux soins. Tout à fait. Comme le rappelait Monsieur Babuzio, difficile aujourd'hui d'interdire la concurrence, la libre concurrence. Est-ce que vous, dans vos missions avec l'ARS, vous avez les moyens de faire pression pour, en tout cas, redéfinir les missions de sens de ces centres de santé? Et oui, effectivement, leur mission première, ces centres, c'est de faire des soins de premier recours, c'est-à-dire avant tout des soins de prévention et des soins conservateurs. Or, ce qui était fait au départ, c'était des traitements rentables, entre guillemets, à forte valeur ajoutée, qui étaient les soins prothétiques et les implants. Et ça a fonctionné comme ça. Il y a eu des sommes très importantes qui se sont évaporées dans des sociétés commerciales. Donc nous, ce que nous souhaitons, bien sûr, c'est modifier cela, c'est-à-dire qu'il y ait tout de même un contrôle au départ, qu'il y ait un contrôle des ARS, qui n'ont pas de pouvoir effectivement actuellement, mais qu'ils puissent contrôler cela. On souhaite modifier, effectivement, apporter une modification législative à cela. Nous avons eu récemment de nombreux contacts avec le ministère. Nous en avons eu 3 en 15 jours, parce que vraiment, il y a une émotion certaine qui s'est emparée d'eux. Pour terminer, enfin, pour expliciter encore un peu mieux ce qui s'est passé, non seulement les patients en question sont des plaignants car ils n'ont pas eu leurs soins, mais surtout, ils devaient soit payer, soit avoir des devis, un remboursement, un prêt sur les devis qu'ils avaient, avant même que tout soin soit commencé. Et les soins n'étaient pas faits, donc ces sommes, c'était, comment dit-on, une cavalerie, hein, c'est-à-dire qu'on faisait rentrer de l'argent au fur et à mesure en prenant des nouveaux patients et en leur faisant signer, pour ceux qui ne payaient pas la totalité immédiatement, leur faisant signer des devis qui sont allés vers des sociétés financières qui ont remboursé immédiatement, qui ont fait des remboursements immédiats, et non pas aux patients, mais au centre de santé, ce qui est assez extraordinaire. Il y a un dévoiement extraordinaire. Bon, je ne vais pas trop insister là-dessus. Il vous reste 1 minute. 1 minute. Faites ce que vous voulez avec. Alors, nous avons aussi un point que nous voudrions voir remettre en question, c'est la question de traitement global. La question de traitement global est très intéressante dans la mesure où on envisage le traitement complet buccal d'un patient. Mais pour eux, c'était tout ou rien. C'est-à-dire ou bien les patients acceptaient de faire la totalité du traitement, ou bien ils n'étaient pas acceptés s'ils demandaient un traitement partiel. Donc il y a aussi là un dévoiement très net. Et puis, bien écoutez, ce que nous faisons actuellement quand même, et ce en rapport avec les ministères, avec les ARS, nous avons d'abord été nommés contrôleurs de la dissolution de Dentexia, nous, Conseil de l'Ordre. Nous avons une avocate qui est extrêmement efficace et très active. Et donc, nous avons d'abord voulu souhaiter le respect du secret médical, donc nous avons souhaité collecter tous les dossiers patients de ces centres. Ça en fait beaucoup, mais on va les collecter. On va les faire conserver par un hébergeur agréé en soins de santé. Et puis, nous allons les rendre aux patients au fur et à mesure de leur demande. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, nous avons souhaité faire un état des lieux de tous ces patients qui le souhaitaient. Et nous sommes entrés en contact avec les services hospitalo-universitaires, d'abord de Paris, donc région parisienne, c'est-à-dire la Pitié-Salpêtrière, Bretonneau et pardon, Rothine, merci. Donc, nous avons pris des contacts avec eux. Ils sont tout à fait d'accord pour le faire, pour faire ce constat, cet état des lieux, entre guillemets, avec une radiographie panoramique. Et donc, nous attendons que la PHP puisse donner son accord et que les ARS, éventuellement, aussi participent à tout cela. Voilà où nous en sommes. Et nous avons très prochainement une réunion au ministère qui va certainement apporter des éléments supplémentaires dans tout ça.
Merci, Monsieur Samak, avec un exemple très précis qui nous permet de bien comprendre les failles et l'un de vos combats sur cette mutation du tissu médical. Finalement, je crois que vous vivez ces évolutions de manière tout à fait commune et transversale. Dominique Pelka, par exemple, pour l'ordre interrégional des masseurs kinés, sur la qualité des soins, sur la sécurité des patients, on se pose les mêmes questions, il y a les mêmes problématiques aujourd'hui pour votre profession. Des problématiques proches, on n'a pas encore eu à affronter ce genre d'organisation de soins qui détourne Mm. complètement l'esprit même de la qualité des soins que nos professionnels peuvent distribuer. Euh, la- Néanmoins, la prise en compte de la dimension économique d'une activité, y compris en kinésithérapie, ne peut pas être ignorée. Et c'est vrai que le champ de questionnement est vaste, et c'est pour ça que je ne serai pas exhaustif dans le balayage, et j'assume donc le prisme très restrictif de mon intervention, qui va plutôt se focaliser sur et les besoins et l'offre de soins, en particulier en kinésithérapie sur notre territoire. Sur l'offre de soins, euh, l'activité des kinésithérapeutes se divise en activité hospitalière et activité libérale, avec actuellement 85% moyenne d'activité en libéral, 84,7 en Ile-de-France, contre 85,3 au niveau national. En fait, les professionnels ont eu effectivement ce choix économique à réaliser d'emblée dans leur choix d'activité en se décidant soit d'exercer en mode libéral, soit en mode hospitalier ou salarié. Les observations démographiques permettent d'observer une évolution des comportements qui vise par contre au regroupement des cabinets. Alors qu'on avait des cabinets avec un seul, voire deux professionnels, on se rend compte qu'il y a une évolution qui fait que euh, les coûts des structures ne permettent plus forcément de répondre à la fois aux possibilités de financement des structures par un seul professionnel, pas plus qu'à la continuité des soins, pas plus qu'à la volonté effectivement de pouvoir de temps en temps décrocher. La faible proportion des kinésithérapeutes qui exercent en secteur libéral est à mettre en tension avec la faible attractivité des établissements et à un phénomène relativement nouveau, je dis relativement parce que ça fait quand même quelques années qu'il est amorcé, c'est l'intégration au sein des structures hospitalières de personnels non professionnels de santé qui viennent en réelle concurrence avec nos champs d'activité. Alors, c'est peut-être un petit peu violent de le qualifier comme tel, mais c'est comme ça que c'est perçu par tout le monde. Il est bien évident que je vise, à travers ces non-professionnels de santé, les STAPS-APA, donc des étudiants qui ont fait un cursus en formation sport. Initialement, ils étaient sur le sport. Et il y a eu effectivement le développement des activités physiques adaptées. Et la loi de modernisation de santé introduit, y compris, la possibilité de prescription par les médecins d'une activité physique adaptée à des non-professionnels de santé. Et là, on peut se poser la question de savoir si effectivement des ressources, des compétences de certains professionnels peuvent réellement être en toute autonomie, être transférés à des gens qui n'ont pas forcément la connaissance de l'état pathologique, qui n'ont pas forcément une déontologie qui les encadre dans la capacité à préserver le secret médical, par exemple. Je pense aux ostéopathes non professionnels de santé qui sont accueillis dans certains établissements hospitaliers, y compris des grands groupes, et qui vont partager des données individuelles de santé
du secret médical, sans qu'aucun cadre ne les limite. Et c'est un paradoxe qu'il n'y ait pas une volonté de ces établissements de santé, hospitaliers, même hospitalo-universitaires, que de ne pas faciliter l'intégration ou de maintenir l'intégration des kinésithérapeutes. Dans la mesure où il nous semble que cette présence significative de kinésithérapeutes au sein de ces structures doit perdurer. À titre d'exemple, et sur le plan réglementaire, un service de réanimation, et ça va faire le lien avec une petite plaisanterie de notre philosophe de ce matin qui ne voyait pas trop pourquoi le code de déontologie des kinésithérapeutes prenait aussi en compte la fin de vie. Mais il y a un décret qui date de 2002, de 5 avril 2002, le décret qui impose la présence d'un kinésithérapeute dans les services de réanimation. C'est un critère de validation d'un service de réanimation. Et combien de services fonctionnent sans kinésithérapeute en réanimation? Et à côté de ça, on ouvre la porte à... J'ai rien à dire contre l'ostéopathie à titre personnel ici, mais je me pose la question de la mise en tension de ces deux propositions. Alors, il faut redéfinir les termes de la loi, de l'obligation, ou il faut regrouper en conséquence. Après, il y a une loi, il y a un décret. Est-ce que c'est appliqué, est-ce que c'est pas appliqué? En tout état de cause, on voit bien qu'il y a besoin de kinésithérapeutes dans certains endroits. Quand on parle de la filière de la filière AVC, on a des niveaux de preuve qui sont entérinés par la Haute Autorité en Santé, qui montrent bien que la kinésithérapie dans la filière AVC occupe une place de choix dès les premières heures. Et qu'il faut bien mettre en place cette filière d'aval efficace. Or, on n'a pas la ressource pour le faire. Et d'autre part, cette intégration de non-professionnels de santé introduit une confusion de la part des usagers de santé entre professionnels de santé et non professionnels de santé. On ne sait plus à qui on s'adresse. Et notre garantie, nous, Conseil de l'ordre, c'est bien notre responsabilité que de garantir à l'usager du système de santé un cadre de sécurité en termes de propositions thérapeutiques. On voit qu'on a une vogue, une mode des médecines douces, des pratiques non conventionnelles. Ok, ça fait le lit de propositions qui sont quelquefois fantaisistes, où on peut très facilement glisser vers des dérives, y compris des dérives sectaires. Monsieur Devis parlait ce matin, on est très en lien avec l'ARS, avec Karine Gallo, sur cette vigilance aux dérives sectaires. Et ouvrir nos esprits et compléter, voire remettre en cause des pratiques historiques, ce n'est pas un problème en soi, mais ça ne doit pas se confondre avec l'acceptation du charlatanisme. Et donc, c'est vrai qu'en tant que conseil régional, on est particulièrement vigilant à ce point. Si on revient sur l'offre de kinésithérapie majoritairement libérale, elle paraît effectivement, j'ai très vite, elle paraît effectivement cohérente avec les besoins, enfin, au moins la politique de santé et le virage ambulatoire. Un tissu, un maillage, et on montrera tout à l'heure dans la table ronde démographie, un maillage important du territoire permet de répondre a priori à une demande qui est liée, alors cette fois-ci je vais passer rapidement à la demande, avec les besoins identifiés de la population en termes de kinésithérapie. Monsieur Babuzio l'a évoqué, avec la prévalence des affections chroniques, avec l'allongement de l'espérance de vie, on a effectivement une demande de besoin. Par contre, c'est vrai qu'il y a il existe des véritables bassins de vie qui sont déficitaires en matière d'offre de soins. Comment peut-on imaginer que dans un département où on a une densité de professionnels inférieure à 60 pour 100 000 habitants, 60 professionnels pour 100 000 habitants, on puisse
maintenir une qualité des soins qui serait équivalente à un territoire à 150 ou 160, la moyenne de densité nationale, la densité moyenne nationale étant à 116. Un point encore sur lequel je souhaite insister, c'est qu'effectivement, la stabilité d'orientation vers la ville qui est observée depuis de nombreuses années dans les choix des jeunes kinésithérapeutes quant à leur exercice ne doit pas cacher les difficultés croissantes sur le plan économique auxquelles sont confrontées ces micro-entreprises qui sont extrêmement fragiles. C'est-à-dire que même un cabinet avec 2 ou 3 kinésithérapeutes va potentiellement avoir de la demande de patients, mais il suffit qu'il y en ait un qui parte, ou une qui soit enceinte, ou un qui exprime l'envie d'alléger son planning, pour que la réalité économique même du cabinet soit mise en péril. C'est dur. Alors, ouais, c'est dur de s'y retrouver, mais ouais, bon, c'est pas grave. Hein. En fait, je voulais refaire un lien, mais j'en ai déjà parlé ce matin, avec les évolutions de notre profession, qui nous donne finalement une nouvelle posture, en disant qu'on sait très bien qu'il y a une inertie entre les règlements, les lois, les textes et la réalité. J'en veux pour exemple une illustration. Depuis 2000, la prescription médicale de kinésithérapie peut se résoudre à une prescription d'indication. 2000, on payait encore en francs. Et 90% des prescriptions qui sont rédigées par les médecins aujourd'hui pour les patients sont sur le modèle d'avant 2000. C'est-à-dire qu'on continue à prescrire 3, 4, 5, 10 séances pour un pied, alors qu'on s'occupe d'un individu. Et qu'a priori, sauf à le découvrir aujourd'hui, les individus ne sont pas forcément des boîtes de petits pois et qu'on n'arrive pas forcément à normaliser les besoins d'un tel et d'un tel en matière de... Où on a mal au dos, on n'a pas forcément tous la même réponse et on ne va pas tous répondre dans une prescription en 3 séances. C'est passionnant parce qu'il y a à la fois la force d'inertie là, avec cet exemple et puis en même temps l'envie de développer de nouvelles structures dans un esprit de concurrence qui va trop loin, qui nuit aussi à vos professions. Mais vous savez, il y aura des questions de la salle après et des questions subsidiaires pour que vous terminiez proprement votre discours. Merci beaucoup. Merci. Dominique Pelka. Puisque vous parliez de regroupement de cabinets tout à l'heure, j'aimerais entendre pour vous Laetitia Varvarine qui préside le Conseil interrégional de l'Ordre des sages-femmes, parce que on suit bien et on déplore la fermeture régulière de petites maternités et la question qui se pose, c'est comment on préserve encore l'offre de soins. Est-ce que c'est justement en favorisant le regroupement, pour rebondir sur une idée largement évoquée. Laetitia. Alors en effet, aujourd'hui, l'offre obstétricale est en pleine évolution. On constate une très rapide et très forte fermeture des maternités. En quelques années, 30% des maternités ont fermé. Et dans le même temps, dans les maternités qui restent, le nombre de lits diminue également. En Île-de-France, en 16 ans, 7% des lits ont été supprimés dans ces maternités qui restent. Donc l'offre de soins, elle doit bien évidemment s'adapter, évoluer. Donc voilà. En plus, alors, juste pour compléter, puisqu'il y a un élément nouveau que sont les maisons de naissance qui viennent compléter l'offre de soins, qui est très récent puisque c'est du début de l'année. On en reparlera un petit peu plus tard. Plus tard, vous voulez dire dans la soirée? Non, non. Si vous voulez maintenant. Enfin, faites votre argumentaire. Un petit peu après, mon argumentaire. Par rapport à l'offre médicale, globalement, elle est plus favorable en Île-de-France que pour le reste du territoire. Globalement, il y a plus de médecins, d'anesthésistes, de pédiatres. Pour autant, on a une densité de sages-femmes qui est inférieure à la moyenne nationale, largement inférieure. Donc, ma collègue, après, vous développera tout ça. Et donc, en parallèle de tout ça, il y a des résultats périnataux qui sont pas bons du tout pour l'Île-de-France,
puisque globalement, on note une augmentation de la mortinatalité, de la mortalité maternelle et un taux de prématurité supérieur à la moyenne nationale. Donc, il y a des choses à faire, c'est évident. Une des raisons qui pourrait expliquer ces chiffres, c'est la précarité qui est supérieure à la moyenne nationale et qui a certainement un impact sur ces résultats. Et ça veut dire aussi qu'il faut développer des prises en charge adaptées à ces parturientes. Donc, il faut bien évidemment développer le préventif pour être au service du curatif. Alors là, je vais parler en tant que sage-femme. Les éléments préventifs pour nous, les sages-femmes, c'est l'instauration de l'entretien prénatal précoce qui permet un dépistage des facteurs médico-psychosociaux, qui permet une prise en charge dès le départ de la grossesse de la personne dans sa globalité. Cela évitera de tronçonner la femme, de passer à côté de certains éléments et d'optimiser les soins. Une autre chose qui se développe, c'est le suivi à domicile. Les femmes sortent de plus en plus tôt de la maternité et un des dispositifs qui est mis à disposition, c'est le PRADO, le programme de retour à domicile précoce. Les femmes bénéficient d'une sage-femme à domicile le jour même ou le lendemain de la sortie. Ce dispositif vient d'être étendu aux patientes qui présentent une pathologie. Et donc, ce dispositif, il comblait un peu un besoin des patientes, puisqu'elles sortaient de la maternité, mais étaient un petit peu laissées seules. Donc, elles devaient aller vers le soin. Et là, la première semaine, c'est l'offre de soins qui vient à elles. Donc, c'est un besoin des patientes et c'est une évolution positive de votre profession aussi. C'est une évolution très positive, parce que non seulement c'est un besoin des patientes, mais pour nous, c'est une évidence aussi de continuer à prendre en charge la patiente. Au niveau de l'offre de soins, alors forcément, la fermeture de ces maternités peut poser quelques petites problématiques. Sur l'orientation des patientes, on constate quand même que 90% des enfants présentant une pathologie naissent dans les maternités présentant des soins adaptés. Mais on a quand même 80% des femmes ayant une grossesse physiologique qui n'accouchent pas dans une maternité de niveau 1. Donc, on se retrouve des fois dans certaines maternités dans des situations un peu ubuesques où on doit demander à la patiente ayant accouché sans problématique si elle accepte d'être transférée dans une maternité de niveau 1 au bout de quelques heures, 24 heures de l'accouchement, pour pouvoir accueillir les patientes présentant une pathologie. Donc, ce sont des choses aussi qui doivent évoluer et ces prises en charge par les sages-femmes peuvent permettre de compléter aussi quand les patientes sortent un petit peu plus tôt en n'ayant pas de soucis particuliers. Alors, j'essaye aussi de raccourcir comme mes collègues. Merci. Alors, au niveau, si vous me permettez, je vais revenir sur les maisons de naissance qui complètent l'offre de soins. Elles répondent à la demande des femmes qui souhaitaient une offre de soins différente de celle que l'on propose aujourd'hui. Elles voulaient quelque chose qui soit adapté à leur niveau de grossesse. Les grossesses à bas risque pourront ainsi bénéficier d'un accouchement et d'un accompagnement moins médicalisé, tant que cela le permet. Donc, le principe de la maison de naissance, c'est une femme, une sage-femme. Pour autant, la sécurité sera maintenue puisque ces maisons de naissance sont accolées aux maternités. Donc, en cas de pathologie qui apparaîtrait, la patiente peut être transférée en moins de 5 minutes dans un service de maternité. Donc là encore, c'est une belle évolution, une belle proposition. Nous verrons dans 2 ans les premiers bilans de ces maisons de naissance. Puisqu'on est sur le tissu économique, juste petite précision, la Cour des comptes avait évalué en 2010 que ces maisons de naissance apporteraient une économie de 7 millions d'euros, en plus de la satisfaction des patientes. Donc on attend le bilan, mais il y a combien de maisons de naissance aujourd'hui en Île-de-France ? Il y en a 2 en Île-de-France. Il y en a une qui s'appelle Le Calme, qui est accolée à la maternité des Bluets, qui a commencé là au début du mois, qui existait déjà par avant en proposant un accompagnement physiologique des naissances. Donc il était assez facile de
qu'elle s'adapte aux normes des maisons de naissance. Et il y en a une qui va ouvrir dans très peu de temps, le premier cri qui sera à Vitry-sur-Seine. Et là, c'est une maison de naissance où il y a une passerelle. Vraiment physiquement, c'est une passerelle qui sera le lien entre la maison de naissance et la maternité. Et là, on est dans l'accompagnement personnalisé que vous voulez, et pas homogène, quoi. Voilà, ce sera un accompagnement individuel qui sera travaillé dès le début de la grossesse avec les patientes. Elles auront dès le départ la même sage-femme dans une optique d'une qualité des soins optimum. Alors, le dernier point que je voulais aborder, ce sont les réseaux périnataux. Ils ont fusionné en janvier 2016. Donc, maintenant, nous avons un réseau périnatal d'Île-de-France. Et ces réseaux ont un rôle majeur aussi à jouer dans la qualité des soins, puisqu'ils peuvent évaluer les besoins des territoires, ils peuvent être force de proposition pour articuler l'offre de soins, pour un meilleur partenariat ville-hôpital. Et donc, ils ont une importance primordiale. Donc, voilà. Voilà, pardon, mais merci. J'essaye de faire plus court. Pardon, hein, mais vous êtes très bon dans l'exhaustivité néanmoins. Et sur la réflexion sur l'évolution de vos différents métiers, c'est passionnant parce que vous me donnez vraiment des exemples concrets. En tout cas, moi, ça parle à la journaliste non spécialisée que je suis. Pascal Lambert, alors, vous allez vraiment mettre en avant justement votre expérience d'infirmier libéral de pratique avancée. Bonjour. Bonjour. Alors, on va d'abord peut-être avec vous faire l'historique de cette pratique avant que vous nous livriez vraiment votre expérience très personnelle, très individuelle. Voilà, donc quand j'ai entendu M. Barbuzio tout à l'heure dire qu'il fallait, face à l'évolution de la société, adapter les professions, répondre aux problèmes de vieillissement de la population, les maladies chroniques, la complexité des soins et tout, voilà, infirmier et aller vers le libéral aussi. Infirmier libéral dans un réseau gérontologique et la pratique avancée. Bravo. Donc l'historique de la pratique avancée, c'est un concept qui est né aux États-Unis en 1950 et qui a été assez vite développé dans les pays anglo-saxons pour répondre justement aux problèmes de longévité, de vieillissement de la population, des maladies chroniques, de la complexité des soins avec toutes les évolutions médicales, entre autres, et aussi un peu la pénurie médicale qui existe. Et puis, l'importance de l'éducation thérapeutique du patient, la prévention et l'accompagnement au long cours dans un parcours du patient le plus tôt possible pour amener à être plus dans la prévention que dans la thérapie. Donc, je vous donne la définition succincte du Conseil international des infirmières qui définit la pratique avancée. C'est une infirmière qui exerce en pratique avancée, diplômée, qui a acquis des connaissances théoriques, le savoir nécessaire aux prises de décisions complexes, de même que la compétence clinique indispensable à la pratique avancée de sa profession. Les caractéristiques de cette pratique avancée sont déterminées par le contexte dans lequel l'infirmière sera autorisée à exercer. Ce qui veut dire que ça répond aux besoins de la population et aux besoins du système sanitaire local. Et un niveau master est recommandé. Dans le référentiel de compétences, on demande des compétences supplémentaires au métier socle, par la consultation, par la recherche, le leadership aussi, et puis avoir plus de collaboration avec les autres intervenants et de l'action sur l'expertise, le conseil et aussi des décisions éthiques. Donc, souvent, la peur qu'on nous met, c'est oui, mais tout le monde va vouloir le master et tout. Dans tous les pays, il y a au moins 25 pays qui sont actuellement avec de la pratique avancée. Il y a entre 1 et 6% de gens qui vont vers la pratique avancée. Donc, ça ne va pas être une expansion, ça ne va pas être un coût extraordinaire, un problème économique. Pourquoi vous avez choisi, vous, cette pratique avancée ? Alors moi, j'ai choisi cette pratique avancée parce que les patients que j'avais à domicile, d'abord avaient du mal à joindre les médecins traitants, que je trouvais que j'évoluais pas assez dans ma pratique
Et voilà, donc quand le master s'est ouvert, ça permettait d'avoir une évolution de la profession. Je pense que c'est un bien pour la profession aussi, d'avoir une filière et puis d'avoir une réflexion derrière et de se baser sur des preuves. Voilà, on est sur les données probantes, on n'est plus sur, on sait à peu près. Donc on commence à construire son parcours comme ça. Et puis avec mon travail de master, j'ai fait un travail sur l'évaluation gériatrique standardisée à domicile. Et à partir de ce moment-là, il y a un réseau qui a été intéressé. Et c'est à ce moment-là que le gériatre m'a dit « Mais pourquoi vous venez pas travailler avec nous ?» et tout. Et du coup, la répartition se fait maintenant dans le réseau. On avait des signalements hospitaliers qui faisaient partie d'une expérimentation MIGAC. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est MIGAC, mais voilà, c'était maintenant c'est FIR. C'est l'ARS qui finançait ces expérimentations. Donc, sortie d'hôpital, je suis arrivé dans cette expérimentation. Elle existait déjà avant. Et on m'a dit, pourquoi tu irais pas faire les consultations et tout. Et donc, on s'est réparti les consultations. Et le succès a été que ça a fait le sujet d'une thèse pour une collègue gériatre. Et du coup, j'ai un tiers des consultations destinées à la partie sanitaire qui sont faites par moi et les 2 autres tiers par les gériatres. Alors, comment ça se passe concrètement dans votre mission au quotidien? Concrètement, à la base, on avait un signalement à l'hôpital et c'était comment se passe le maintien à domicile, comment ça va être possible d'avoir une personne à domicile et éviter les réhospitalisations. C'était surtout ça le but. Donc au début, il y avait un timing qui était on va passer un mois et demi. Et quand je suis arrivé, en fait, très vite, j'ai dit mais ça serait bien de passer. Alors c'est mon expérience d'infirmier libéral là, ça serait bien de passer dans la première semaine pour sécuriser le maintien à domicile ou pour mettre soit des choses en place, soit dire il va peut-être falloir rediriger vers une structure le temps qu'on puisse voir si le maintien à domicile est possible. Et donc voilà, c'est un signalement, je fais ma consultation, c'est à peu près 1 heure et demie. La première, après il y a des réévaluations. On fait une synthèse en groupe et après, donc il y a des préconisations que j'ai amenées. Il faut l'ergo, il faut l'assistante sociale, il faut un passage gériatre, une consultation mémoire, le kiné, voilà, on met tout ça en place. Et puis après, certains patients sont suivis par le gériatre, certains patients qui nécessitent plus du sanitaire vont être suivis par le social, et puis il y a des patients que je suis en autonome. Oui, donc il y a un vrai travail d'équipe, de leadership, ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est vous qui vous occupez personnellement de ce dossier et qui gérez toutes les facettes, et ça c'est une évolution qui pour vous, même si elle est infinitésimale, un peu à la marge du métier, c'est une vraie évolution pour demain? C'est une vraie évolution pour demain, parce que là, depuis, on a fait des évaluations avant le signalement hospitalier, c'est-à-dire qu'on fait, un aidant nous signale, je fais un passage, s'il n'y a pas une urgence médicale, je fais un passage et quelque part, je fais le déflorage et puis après, on a l'idée de faire la maison médicalisée, donc elle doit ouvrir à la fin de l'année, et dedans d'arriver à une expérimentation en soins de premier recours, où là on pourrait aller vers cet infirmier de pratique avancée aussi. Bravo d'aller de l'avant et merci d'avoir été très clair sur vos pratiques. Il nous reste quelques petites minutes pour entendre Martial Fraisse, président de l'Ordre régional des pharmaciens, pour bien comprendre aussi de votre point de vue le tissu économique et bien les problématiques réelles qui se posent sur votre profession. Alors, merci. La profession de pharmacien a une particularité aussi, c'est qu'elle est liée quand même aux autres professionnels de santé qui l'entourent. Une pharmacie dans un désert avec une population mais sans professionnels de santé, ça ressemble beaucoup à un commerce. Et donc, le vice-président du Conseil national de l'Ordre des dentistes l'a bien rappelé, on est tous confrontés, professionnels de santé, au monde des affaires, à une financiarisation des professions de santé par des acteurs qui se sont introduits sur ce marché pour fournir des solutions politiques
sur un désert, sur des déserts que l'on commence à entrevoir. La difficulté est, d'une fois qu'on a posé un diagnostic, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent, comment est-ce qu'on peut le résoudre? Le problème des ARS, c'est d'avoir non seulement les petites croix vertes qui sont sur un territoire, mais d'avoir les caducées rouges et tous les autres symboles des professions de santé qui sont symbolisés par notre Clior au bon endroit, en densité suffisante pour répondre aux besoins de santé de patients. La financiarisation, on voit bien, a un but. Je n'ai rien contre les assurances, mais les assurances ont des clients qui seront des patients, et l'intérêt quand même d'une assurance n'est pas un but non lucratif. L'intérêt d'une assurance, c'est quand même de rémunérer des actionnaires qui, de façon tout à fait normale, attendent une rémunération de sommes investies. Et ça, je le comprends parfaitement. La difficulté, c'est de savoir à quel prix on crée un tissu de professionnels de santé avec une qualité des soins mis en concurrence les uns avec les autres par l'intermédiaire de tels acteurs. Alors, nous défendons en tant qu'ordre l'indépendance. L'indépendance des professions de santé qui doivent garantir aux patients une qualité de soins qu'ils sont en droit d'attendre. Mais M. Rousseau, grand constitutionnaliste, un jour avait fait une formation au Conseil national et avait utilisé la métaphore des fontaines qui sont derrière le Conseil d'État en expliquant de la séparation des pouvoirs. Finalement, chaque modèle ou chaque élément qui constitue une société interagissent entre elles comme les sphères qui sont sur cette fontaine. Donc, nous, professionnels de santé, interagissons avec nos institutions, avec les patients, avec la finance, mais avec une séparation. La difficulté, c'est que quelque chose nous lie tous. Et ce qui nous lie tous, c'est le financement. Donc, à partir du moment où on n'est pas capable, où on est en crise, où on a une difficulté à financer un modèle qui puisse répondre aux besoins, qui peut apporter une solution? La seule solution ne peut venir finalement que des professionnels de santé eux-mêmes, qui doivent cesser de s'identifier comme des individus ou des individualités, mais comme bien un ensemble tel que le Clior peut le représenter avec la connaissance de chacun de nos problèmes, mais chacune de nos aspirations. Et là, je parle vraiment aux représentants de l'ARS. Il ne faut pas confondre ce que l'on peut appeler des opportunités avec des utilités. Un projet de santé ne doit pas être une opportunité liée à une spéculation. Elle peut avoir un intérêt, mais il faut qu'elle entraîne une pérennité de ces outils, de ces professionnels de santé par rapport à cette population, qu'il y ait un vrai et juste intérêt. Et là, je rejoins le président Babuzio pour dire que la donnée de santé est une source inépuisable, parce qu'elle est large, profonde, permet d'évaluer des pratiques, permet d'évaluer des traitements, et je l'ai découvert à l'Institut des données de santé, qui permet de façon objective de savoir si l'on soigne plus telle population mieux de cette façon, avec telle intervention ou avec une autre. Donc c'est l'observation, je dirais, de cette continue de cette banque de données qui peut nous permettre de résoudre les problèmes. Les algorithmes déjà développés par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France pour représenter l'accessibilité aux soins, c'est-à-dire connaître le mode de consommation de soins des patients. Un patient n'est pas obligé d'aller voir le médecin à côté de chez lui, ni d'aller à la pharmacie à côté de chez lui, ainsi de suite. Ils ont des comportements de consommation qui rejoignent en partie leur comportement de consommation de vie courante. Donc, c'est en observant réellement, et plus finalement que par le Code de la santé publique, car le Code de la santé publique, quand on conseille l'Agence régionale de santé sur un transfert de pharmacie, quand on les conseille, nous, la seule opposabilité que l'on ait par rapport à notre conseil, c'est de recourir au Code de la santé publique. Si le Code de la santé publique ne l'interdit pas, il l'autorise. Mais l'inverse est aussi vrai. Il peut interdire ce qui pourrait être utile d'avoir une maison de santé, d'avoir une pharmacie à un endroit précis. Donc on voit bien que la difficulté finalement, c'est de communiquer dans un monde hyper communicant,
mais avec toujours cette idée, c'est-à-dire la pérennité dans un monde qui évolue. Alors quand on dit pérennité, le plus bel exemple nous est montré finalement par Internet. Qu'est-ce qui est pérenne sur Internet? Les applications? Les sites? Les outils connectés? Mais ils ne peuvent être pérennes que s'ils ont un modèle économique qui permet l'évolution, iOS 1 et compagnie, sur un smartphone, un iPhone, sur tous les modèles qui permettent d'avoir une accessibilité. Or, le patient ne se dématérialise pas. Le patient, il existe, il a un endroit précis, il a besoin de contact humain. Une illustration magnifique, c'est le site anglais treated.com. Si vous allez sur ce site, vous pouvez finalement buy now, buy now, buy now, acheter quand vous voulez des médicaments sur ordonnance. À partir du moment où vous pouvez consulter un médecin situé dans un pays Union européenne ou plus exotique, qui finalement regardera les croix que vous avez cochées sur un questionnaire pour vous faire une prescription dématérialisée qui arrivera dans une pharmacie de Londres. Qu'est-ce qui nous sauve par rapport à ce modèle, je dirais, très ouvert, qui permet d'acheter toutes sortes de produits dont tout le monde, je dirais, se plaint, ou à titre ou à raison? Je n'irai pas dans le détail pour éviter les polémiques, mais eh bien, qu'est-ce qui nous sauve finalement? Ce sont les organismes sociaux. On n'aurait pas de prise en charge des médicaments par l'assurance maladie. Tout le monde aurait recours, autant pour les visites que pour l'achat de ces médicaments, à ce genre de site. Ce site ne marche pas en France, mais il cite partout où la société n'est pas capable de prendre en charge les plus faibles. Donc on voit bien, les prairies sont encore vertes en France. On n'a pas encore à pleurer, à crier, mais on doit s'organiser absolument pour éviter qu'elles jaunissent. Alors j'ai été, à une époque, quand on a parlé des bonnes pratiques de vente sur Internet, auditionné par la Haute Autorité de la Concurrence, qui m'a accueilli sur cette phrase. J'étais avec la juriste de l'Ordre, du Conseil national, et on m'a dit en introduction, mais Monsieur Fraisse, regardez, on a Amazon, on a chapitre.com qui n'existe plus, et finalement, on a encore beaucoup de librairies à Paris. Et le lendemain matin, Madame Filippetti lançait son plan pour la sauvegarde des libraires. Donc, on voit bien que quelque part, on a une confrontation d'idées. La Haute Autorité de la Concurrence défend comment dirais-je, un pouvoir d'achat, une concurrence honnête entre les différents acteurs pour obtenir un meilleur service par rapport à la population. Et c'est tout à fait louable. La difficulté, et ça, comme je l'ai dit ce matin, elle ne le nie pas non plus, ce ne doit pas être fait aux dépens de la qualité. Donc les ordres, on est quand même garant, nous sommes quand même garants de la qualité par rapport à la Haute Autorité de la Concurrence, mais surtout par rapport à la population. Donc, finalement, on a un modèle qui n'est pas compliqué. On a des modèles, je dirais, algorithmiques qui permettent de déterminer les besoins d'une population, et on a, heureusement, des grandes écoles de formation qui donnent des personnes capables d'indiquer comment repérer les endroits fragiles ou non. Nous en sommes tous conscients, et à partir du moment où on cessera de raisonner en individualité, où on choisira d'avoir des solutions plus globales sur la prise en charge d'une population, on arrivera à résoudre ce problème. L'Île-de-France a des atouts exceptionnels. Nous fabriquons, au même titre qu'une industrie, des compétences. L'intervention des ordres dedans, le calcul ou le choix des numerus clausus, que ce soit pour les pharmaciens, les médecins, où nous sommes auditionnés par l'ARS, permettent de défendre notre avis. Avoir une vision trop fermée, trop limitée des compétences qu'il faut obtenir en Île-de-France est illusoire. Pourquoi? Parce que finalement, c'est désindustrialiser un pays dans un domaine qui est quand même un domaine, je dirais, dont nous avons toujours eu un atout et une qualité exceptionnelle, c'est la santé. Donc, former coûte, mais former, c'est investir. L'important, si on investit sur des étudiants, c'est de les retrouver après.
si on n'est pas capable de leur dire « vous pourrez exercer de façon libérale, dans un endroit accessible, que vous pourrez assumer, et que ce ne soit pas un financier qui soit derrière vous pour lequel vous travaillerez quasiment la moitié de votre vie, et ça je le connais bien pour les pharmaciens, on parle toujours de leurs revenus dans les reportages, mais on ne parle pas de ce qu'ils payent à leur banque. Et la notion de rente doit être claire. L'ordre ne devrait pas parler d'argent, mais il y a un moment où il faut bien raisonner là-dessus. La notion de rente n'est pas toujours à celle que l'on croit. Je connais moult pharmaciens sur l'Île-de-France qui passent, je dirais, 90% de leur temps à payer leur loyer dans les grands centres commerciaux, à aller sur des exercices qui deviennent déviants, tout simplement parce que financièrement, ils n'y arrivent pas. Martial, là, vous vous adressez à l'ARS ou au gouvernement? Je dirais particulier. qu'on est tous partie prenante, parce que l'ARS est un relais. L'ARS observe, l'ARS comprend. Elle a des problèmes à résoudre et elle le sait très bien, elle peut compter sur les ordres. Je l'ai redit à M. Devis ce matin, à partir du moment où on parle de santé publique, où on parle de territoire, d'accès aux soins, les ordres, je peux parler pour tous, seront là pour la soutenir. Et les étudiants seront là pour soutenir les ordres aussi. Parce que quelque part, c'est leur avenir. Et je suis toujours fier, samedi j'étais à la faculté de Châtenay-Malabry, de voir un amphithéâtre de samedi matin à 8h30 avec 290 étudiants qui sont là pour parler de leur avenir. Et donc, à partir de ce moment-là, si on définit une politique claire, c'est-à-dire qu'au moment où on pourra dire qui fait quoi et comment, et où se situent les limites du Code de la santé publique, quels éléments particuliers pourront être définis pour que les uns et les autres travaillent sans créer ou faire jaunir l'herbe, ça veut dire qu'on aura réussi. Et on aura vraiment réussi à ce moment-là. Pour l'instant, heureusement, les prairies sont vertes. Et vous qui appeliez M. Babuzio à la mission d'attractivité des ordres, vous avez été servi, je crois. Merci, pardon, je ne voulais pas interrompre vos applaudissements. Il nous reste, comme nous sommes en retard, vous l'avez constaté, mais bravo, parce que nous retombons sur nos pattes, le temps pour une question. Elle doit être essentielle. Monsieur Devis. J'aurais une question pour Monsieur Lambert, parce que j'avoue que je ne connaissais pas cette pratique avancée. Et donc, si j'ai bien compris, finalement, vous êtes pour le maintien à domicile, donc c'est en amont pour éviter les hospitalisations. J'aimerais savoir s'il y a un protocole à l'instar de l'HAD, qui est en aval, puisque pour l'hospitalisation à domicile, il y a des protocoles, il y a un prix de journée. Est-ce que c'est l'équivalent pour ce nouveau système que je ne connaissais pas, qui pourrait être une possibilité d'économie? Le protocole actuellement est au sein du réseau. Et donc c'est un financement ARS au niveau du réseau. Et moi, ma consultation est payée à l'acte de la mission. Voilà, donc c'est une consultation à 50 €. Pour 1 heure et demie, oui. Jeune homme, je ne vais pas vous brider. Alors, question pour vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, merci pour vos différents exposés. C'était assez intéressant. Je suis étudiant en pharmacie, mais avant tout futur professionnel de santé. Ma question, elle est pour vous, Monsieur Pelka. Alors j'ai bien aimé vos propos. Par contre, je suis un peu en désaccord avec vous, notamment sur la partie APA, ostéopathe, etc., etc. Alors je peux comprendre qu'un ordre est là pour défendre la profession, mais comme l'a dit M. Fraisse, un ordre est aussi là pour garantir aussi un exercice sur le terrain et répondre à des besoins. Et lorsqu'on voit la population, peut-être qu'il y a un besoin aussi de ces patients d'avoir recours à d'autres professionnels, ce qui ne sont pas des professionnels de santé. Et là, tout l'intérêt de l'ordre aussi serait peut-être là de garantir la place du kiné dans un système de soins en collaboration avec les autres professionnels de santé, mais aussi avec les autres professionnels. Et j'aimerais avoir votre avis aussi sur cette question-là de collaboration avec ces autres professionnels de santé. Merci. Alors, pour vous répondre, je dirais que la réforme de la formation des kinésithérapeutes, avec le passage par l'université, et l'obligation de développement personnel, ça fonctionne, hein, et l'augmentation et l'obligation du DPC, vont vers l'amélioration des pratiques, vont vers l'amélioration des choix thérapeutiques, de techniques validées. Et ça permet de s'intégrer à des projets de soins, ça permet de préciser la pertinence des actes. Il y a un référentiel qui est utilisé par la Haute Autorité en Santé pour qualifier la pertinence économique, qui est le référentiel coût-résultat-critère, ratio différentiel coût-résultat-critère. Et ça permet d'évaluer une
une proposition économique. Le fait qu'on défende des pratiques qui soient conformes aux données acquises de la science, réalisées par des professionnels appartenant à une profession réglementée, garantit une qualité et une sécurité des soins. J'irai pas dire qu'il ne faut pas faire de sport. J'irai pas dire qu'il ne faut pas aller voir un entraîneur sportif et que ça ne fait pas du bien à sa santé. Mais vous dites pas au même endroit. Mais effectivement, autant on doit promouvoir l'activité physique, quel que soit l'individu, sans forcément le contraindre. Les gens qui n'ont pas envie de faire de sport, ils n'en font pas. Autant on ne doit pas le confondre avec une alternative à une réponse spécifique liée à une pathologie. On sait que dans le diabète, le fait d'avoir une activité physique permet de diminuer la prise de médicaments. On sait que dans la BPCO, les insuffisances respiratoires, avoir de l'activité physique encadrée, ça permet d'allonger l'espérance de vie, ça diminue la prise d'antibiotiques, les exacerbations, les réhospitalisations. Sauf que cette observation de l'activité, ce réentraînement à l'exercice, quand on est arrivé effectivement à un stade où on est déconditionné, ne peut pas se faire sans les compétences d'un professionnel de santé. Quant à l'ostéopathie, pour l'instant, je n'ai pas d'avis dessus, mais la Haute Autorité en Santé n'en donne pas non plus. Là où je m'inquiétais, ce n'est pas sur le fait qu'il y ait des ostéopathes. Ça a été une volonté, plus ou moins, un choix économique, de se dire, finalement, des gens vont aller chercher des ressources ailleurs que chez les professionnels de santé, et du coup, ça n'impactera pas les coûts de la sécurité sociale. Pourquoi pas ? Sauf qu'aujourd'hui, on est arrivé, puisqu'on est sur cette table ronde économique, à 17 000 ostéopathes en France, dont les 3/4 sont obligés d'aller se faire employer comme caissiers chez Leclerc. Parce qu'ils ne mangent pas. Parce qu'ils n'ont pas... Alors, effectivement, il y a quelques quartiers parisiens où on va avoir des ostéopathes qui vont vous demander 300 € pour vous faire ou bouger les os du crâne, ou respirer le genou, ou faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais venez en Seine-Saint-Denis, il n'y a pas un seul ostéopathe qui vive. Et ce n'est pas en favorisant, en fléchant vers ce genre de professionnels, pour peu qu'ils ne soient pas professionnels de santé, parce qu'il y a des médecins ostéopathes et il y a des kinésithérapeutes ostéopathes qui peuvent éventuellement, j'en sais rien, on n'a pas de preuves, mais pourquoi pas, être des alternatives à des traitements complémentaires. Mais c'est certainement pas ça qui va permettre aux plus précaires d'accéder aux soins. C'est certainement pas ça qui va permettre d'assurer les missions de santé publique pour lesquelles on est tous en collaboration. Merci Dominique Pelka. Moi, j'avais la même interrogation que vous, monsieur. Est-ce que Christian Babuzio, qui a introduit le discours, a un mot à dire sur le sujet, sur cette tendance au regroupement dans ces centres de santé, dans ces maisons de santé, ou on en termine là, monsieur Babuzio? Donc je ne vais pas vous lasser. Je pense que ce que disait M. Pelka est très intéressant, que la question est intéressante elle-même. Je pense quand même qu'il reste encore beaucoup de travail à faire sur la collaboration entre les différentes professions. Je vois bien qu'il y a des efforts, il y a des maisons de santé, il y a tout un tas de choses qui se créent, il y a des professionnels qui collaborent. Ce n'est pas du tout la même chose qu'il y a 10 ans ou peut-être même qu'il y a 5 ans. Hein. Mais en même temps, on voit bien que parfois des maisons de santé, c'est des pseudo-maisons de santé, parce qu'il n'y a pas une réelle collaboration entre ceux qui y sont, et puis que c'est encore vraiment un tout début. Et donc, il y a une énorme aspiration d'abord des patients, ça, je crois c'est incontestable, mais je crois aussi que c'est l'intérêt bien compris des professions de santé elles-mêmes. Parce qu'en réalité, je pense que quand ils travaillent ensemble, même s'ils sont comme chacun d'entre nous un peu individualistes, c'est légitime, mais en même temps le métier devient beaucoup plus intéressant quand on dégage des complémentarités dans le respect du métier de chacun. Donc je crois qu'il faut vraiment travailler, et
quelles que soient les possibilités d'une ARS d'inciter, et de l'État, je pense quand même que l'essentiel, c'est les professionnels de santé eux-mêmes et les autres professions qui sont autour qui pourront le faire. Hein. Et je pense qu'il faut s'y engager résolument parce qu'on est quand même dans une société de l'image. Et donc finalement, beaucoup de choses dépendent de l'image, y compris des professions de santé. Et je dirais, meilleure sera leur image, plus collaboratives elles seront, eh bien, je dirais, plus elles auront le soutien de l'opinion, ce qui est quand même toujours utile. Merci Christian Babuzio de vos propos et de votre présence. Merci à Paul Samac, à Pascal Lambert, Dominique Pelka, Martial Fraisse, Laetitia Varvarine. Merci beaucoup pour ces échanges.